Mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Réouverture des débats ce 12 septembre 2025 à la Haute Cour militaire dans le procès de l'ancien président Joseph Kabila. L'audition attend 3 témoins qui devront notamment démontrer le financement du M23 par Kabila, ancien chef de l'État congolais. Kizita Forgoué, responsable du fonds au profit des victimes des exactions commises par les groupes armés alliés au M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, rassure que la Cour pénale suit de près cette situation. La CPI devra jouer le rôle dans la réparation. Et puis, la communauté kimbanguiste célèbre le 138e anniversaire de son fondateur, le prophète Simon Kimbangu, né le 12 septembre 1887 à Nkamba au Congo central. Des cultes d'action de grâce ont été organisés ce jour dans toutes les paroisses kimbanguistes du monde. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Initialement prévu pour ce vendredi, le procès de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange n'a pas été prononcé. La Haute Cour militaire a ordonné la réouverture des débats dans le procès par contumace de Joseph Kabila. La juridiction a accédé à la demande de la partie civile représentée par l'État congolais qui souhaite entendre des nouveaux témoins. 3 témoins viendront retracer devant la Haute Cour les personnalités et les comptes bancaires par lesquels transite le financement de l'AFC M23 RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité du fait qu'un étranger a dirigé ce pays pendant 18 ans, a déclaré Maître Richard Bondo, avocat de la RDC. Le ministère public avait requis lors de l'audience du 22 août dernier la peine de mort contre l'ancien président de la République et demandé au juge d'ordonner la mise sous séquestre de ses biens. L'ancien président est poursuivi pour une série d'infractions, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix, la sécurité de l'humanité, l'homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation par force ouverte de la ville de Goma. Suivez à ce sujet Maître Richard Bondo, avocat de la République. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal que la haute ouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins. Ils viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le président Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de notre pays, et pour cela, il vous faut requalifier la trahison en espionnage. Et vous y arriverez
parce que nous ne venons pas de la même manche. Une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, à décentralisation affaires coutumières séjourne à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. À sur instruction du chef de l'État, il s'agira de restaurer à l'autorité de l'État et d'apaiser les tensions après plusieurs journées à ville morte organisées par les forces vives pour dénoncer l'insécurité dans la région. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit la délégation gouvernementale avec en tête le patron de la territoriale en RDC, Jacquemaine Chabani-Louko, d'effectuer le déplacement à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud-Kivu. Une mission qui vise à restaurer l'autorité de l'État et à apaiser les tensions après plusieurs journées villes mortes organisées par les forces vives pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko, chef de la délégation, a de ce fait présidé un conseil de sécurité restreint avec tous les services de sécurité, tant au niveau national que provincial, avec pour objectif faire un état de lieu de la situation sécuritaire au niveau provincial. Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a indiqué que la rencontre a permis de constater une évolution plutôt positive sur le terrain tout en réaffirmant l'implication personnelle. La réunion a discuté des questions sécuritaires, de la situation sécuritaire en général, et il a été dit qu'il y a évolution positive de la sécurité et le commandant suprême suit de très près, et le fait d'avoir envoyé cette forte délégation, cela nous encourage la population du Sud-Kivu et celle d'Uvira en particulier. Et ici, nous avons discuté des voies et moyens par lesquels nous devons éviter de nous faire piéger par la stratégie de l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, qui tient absolument à intoxiquer la masse, à utiliser son armée numérique, en plus des progressions qu'il essaie de faire sur tous les théâtres des opérations. Eh bien, Le comité provincial de sécurité élargi à la société civile et aux forces vives de la République, dont les Ouazalendou, a également été présidé par Jacquemaine Chabani-Louko. Il a écouté toutes les parties, dissipé les malentendus, aplani les divergences pour favoriser la paix et rétablir l'autorité de l'État à Uvira. La Cour pénale internationale suit de près les exactions commises par les groupes armés alliés au M23 dans l'est de la RDC. L'annonce faite le vendredi 12 septembre à Bunia par Madame Kizita Forgwe, responsable du fonds au profit des victimes auprès de la CPI, après un entretien avec le gouverneur militaire Luboyanka Chamadjouni. Selon cette dernière, des démarches sont en cours pour documenter les cas des victimes de la barbarie perpétrée dans cette province meurtrie par les années de violence armée. La CPI pourra ainsi jouer un rôle dans la réparation à travers son fonds destiné aux victimes des crimes les plus graves. Kizita Forgwe, responsable du fonds au profit des victimes auprès de la CPI, au micro de Jolie Palmer Sekouye. C'est vraiment le bureau du procureur de la CPI qui s'en occupe de toute question par rapport aux perpétrateurs des crimes ou bien par rapport à tout ce qui concerne les auteurs des crimes. Je sais que la CPI est en train de faire son travail et mise en œuvre de nos différents projets ici en RDC, notamment pour les victimes de M. Thomas Lubanga, les victimes de M. Bosco Taganda et les autres victimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que nous, avec nos partenaires, faisons la mise en œuvre. Il y a une très bonne évolution, surtout pour nos projets d'assistance, où pour l'année 2024, on a eu plus de 100 000 bénéficiaires directs et indirects qui ont bénéficié des différents projets, par exemple la réhabilitation physique, la réhabilitation socio-économique, la réhabilitation psychologique ou bien la sensibilisation pour le vivre ensemble et l'éducation à la paix. Notre travail uniquement, c'est de travailler avec les victimes et de soulager leur douleur avec bien sûr nos partenaires et l'appui du gouvernement congolais.
La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des réformes de la fiscalité directe, marquant une étape majeure dans la modernisation du système fiscal congolais. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Finances Doudou Mfwamba et du directeur général de la Direction générale des impôts Barnabé Mouakadi, comme nous le confirme Megui Kabibou. La cérémonie du lancement de la campagne pour une fiscalité profitable à l'État et aux assujettis s'est tenue en présence du ministre des Finances Doudou Mfwamba et du directeur général de la Direction générale des impôts Barnabé Mouakadi. Prenant la parole, la chef du gouvernement a rappelé que le système fiscal actuel, basé sur l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969, présente des limites majeures qui entravent le développement du pays. Judith Souminois a insisté sur la nécessité pour la RDC de mobiliser efficacement ses ressources afin de financer le programme d'action du gouvernement 2024-2028 couvrant des secteurs clés tels que la sécurité, les infrastructures et les politiques sociales. La réforme fiscale dans laquelle nous sommes engagés devrait permettre une mobilisation accrue et efficace des recettes publiques et faciliter ainsi la matérialisation du programme d'action du gouvernement 2024-2028. C'est pourquoi nous devons aller de l'avant avec des réformes ambitieuses, capable de doter notre pays des moyens financiers nécessaires pour financer ses politiques sociales, sécuritaires et infrastructurelles. Pour sa part, le ministre des Finances a signifié dans son allocution que la loi instituant l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026. La réforme lancée depuis l'adoption de la loi 2023 et dont la campagne de vulgarisation sera inaugurée à ce jour par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, est relative à l'impôt sur les sociétés IS et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. Elle s'inscrit dans la même dynamique, à savoir bâtir un système fiscal moderne, simplifié, équitable, capable d'accompagner la transformation économique de notre pays, même dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans la partie orientale de notre pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, informe l'opinion nationale et internationale que la réforme de la fiscalité directe, instituée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023, portant impôt sur les sociétés et impôt sur les revenus de personnes physiques. La Banque africaine de développement s'engage à organiser avec le ministère des Finances des revues semestrielles de portefeuille. Voilà l'une des résolutions issues de l'atelier de renforcement des capacités institutionnelles et cliniques fiduciaires en faveur des gestionnaires des projets du portefeuille de la BAD en RDC. Cet atelier qui s'est clôturé le 11 septembre 2025 au fleuve Congo Hotel a permis aux participants d'acquérir des compétences pour ne plus tomber dans les mêmes travers dans la gestion des projets. C'est un reportage de Jacques-Olivier Moulouba et Patou Bonyoko. 4 jours durant, les participants à l'atelier sur la clinique fiduciaire ont vu leur capacité managériale être renforcée à travers des modules à haute portée scientifique en vue de conduire à une amélioration de la gestion de projets. Une occasion pour le représentant pays ad intérim de la BAD, Mohamed Koulibaly, de redire l'engagement de son institution à travailler en collaboration avec le ministère des Finances à travers la cellule de suivi de projets, programmes, pour organiser des revues semestrielles du portefeuille dont il a une fois de plus dévoilé la hauteur. Pour lui, cet atelier constitue une valeur ajoutée pour les participants. D'où sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation des experts des unités de gestion de projet financées par le groupe de la Banque africaine de développement ici en République démocratique du Congo. Et aussi on a la participation active des magistrats de la Cour des comptes
et de personnel de la direction des marchés publics et des agences de régulation des marchés. C'est vraiment un cadre d'échange. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les participants ont très bien accueilli cet atelier. Ils ont participé de manière très active durant ces 4 jours. Le nombre de personnes, on s'attendait à en avoir une centaine, mais là on a plus de 150 personnes, c'est très satisfaisant. Et au sortir de là, les experts sont renforcés en matière donc, de passation de marché avec une meilleure maîtrise des règles et procédures du groupe de la Banque africaine de développement en matière de passation de marché et aussi de nos règles et procédures en matière de gestion financière. L'objectif étant de pouvoir arriver donc, à accélérer le rythme de mise en œuvre des projets pour que les résultats soient le plus rapidement possible disponibles pour les populations qui attendent de nous beaucoup de choses. La BAD est un partenaire stratégique de la République démocratique du Congo. Le portefeuille actif aujourd'hui s'élève à 1,5 milliard de dollars repartis dans divers secteurs avec des secteurs qui tirent le plus de ressources qui sont le secteur des transports, et le secteur de l'agriculture. Le même son des cloches a été entendu du côté de Madame Anne Sodao, chef de la division ECAD 1 au sein de la BAD. Il y a beaucoup de responsables de projets qui viennent dans les projets et qui ont besoin d'informations ou souvent de l'expertise de la BAD à un moment où ils ne sont pas accessibles. Mais ces 4 jours nous ont permis d'être disponibles pour les acteurs du développement, en tout cas directement concernés par la mise en œuvre des projets de la banque en RDC, où toutes les questions ont été posées sur la table, où tous les acteurs ont pu donner leurs préoccupations et où aussi ont pu partager leurs perspectives. Parce que nous ne sommes pas venus juste pour former, nous sommes venus pour discuter, échanger, apprendre les leçons de part et d'autre, connaître les contraintes sur le terrain, parce que nous sommes chargés de la conformité aux politiques et aux règles et procédures de la banque, mais ces règles et procédures sur le terrain peuvent rencontrer des difficultés lors de leur mise en œuvre. Nous sommes venus soutenir les équipes pays, nous sommes venus les rafraîchir sur les étapes importantes pour améliorer leur performance. Nous sommes venus pour nous assurer que l'absorption des ressources de développement est boostée dans le pays. Quant à l'émissaire du ministre des Finances, M. Yves Mafongo, il a affirmé que cette initiative a été accueillie avec enthousiasme et sérieux car on ne peut pas atteindre des résultats de projets sans donner des outils, des connaissances et compétences requis pour les implémenter. Les bénéficiaires de la formation ont reconnu la pertinence des assises leur permettant de capitaliser pour ne plus tomber dans les mêmes travers dans la gestion des projets. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants, signe certain de l'importance de l'atelier et preuve tangible de l'assiduité aux travaux. À l'issue de ces 4 jours des travaux, les participants ont reconnu que cette formation est réellement une valeur ajoutée pour eux. Elle leur a permis d'apprendre tant d'innovation et d'ajuster certaines mesures dans la gestion de leurs projets. Leurs propos ont été recueillis encore une fois pour vous par Jacques-Olivier Moulouba et Patou Bougnon. Nous sommes dans le cadre des domaines des transports aériens. Au niveau des transports aériens, la régie des voies aériennes est bénéficiaire, le gouvernement a bénéficié d'un financement et le maître d'ouvrage délégué à ce stade-là, c'est la régie des voies aériennes. Nous sommes l'organe d'exécution, donc le projet priorité de sécurité aérienne, notre cellule de projet. Vous savez, dans des rencontres comme ça, on a toujours une valeur ajoutée. Donc, scientifiquement parlant et techniquement parlant, personne n'est au-dessus de la technologie. Nous avons appris beaucoup d'innovations en ce sens qu'il y a eu de petits changements dans le cadre des procédures de la Banque africaine de développement, mais aussi c'était surtout le renforcement des capacités de toutes les unités de gestion des projets, notamment la nôtre. Et toute la délégation du PPSAD, elle est là, elle est représentée. Et nous avons quand même bénéficié de beaucoup d'informations au-delà et qui vont nous permettre, en tant que coordonnateurs de projets, d'ajuster certaines
mesures, certaines procédures qui hier nous semblaient être difficiles, mais aujourd'hui, après beaucoup d'échanges avec les organisateurs, notamment de la Banque africaine de développement, nous avons ajouté quelque chose et ça va nous permettre d'aller au-delà. Une activité hyper importante sur la clinique fiduciaire, notamment au niveau de la Banque africaine de développement. Cette activité a réuni plusieurs coordonnateurs, plusieurs acteurs, notamment de mise en œuvre de gestion de projet, notamment des échanges directs, je dirais à couteau, pas couteau tiré, mais des échanges directs avec les experts de la BAD, de la Banque africaine de développement, envie de déceler tout ce qu'il y a comme problème, mais aussi d'échanges d'expériences, de projets qui ont satisfait ou qui ont atteint des objectifs. Cet atelier est d'une importance capitale parce qu'il y a eu d'abord des échanges avec la BAD qui a pu renforcer la capacité de tous les gestionnaires parce qu'il arrive des fois qu'il y a des dossiers qui traînent au niveau de la BAD ou au niveau des gestions parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas bien traités. Mais on a renforcé la capacité notamment de ceux qui font la passation du marché, la manière dont le processus pour faire aboutir toutes ces activités-là. Et ça a permis à ce que tous ceux qui ont l'appareil de gestion en main de comprendre comment présenter les dossiers au niveau de la BAD pour obtenir vite les anneaux et continuer avec les activités. Alerte sur la vente des denrées impropres à la consommation dans le Haut-Katanga. La police nationale congolaise a mis la main sur des inciviques qui sèment la terreur. Dans cette partie de la RDC, plusieurs armes blanches ont été saisies et certaines personnes accusées de fabriquer des saucissons à partir des viandes de chiens, de chats et des boissons fortement alcoolisées arrêtées. Suivez. La police nationale congolaise du Haut-Katanga alerte sur les suspects qui font des saucissons à base de la viande des chiens, des chats, des fabricants des boissons fortement alcoolisées impropres à la consommation. 2 communes ont été concernées par la vaste opération de bouclage, dont celle de Lubumbashi, quartier Tchansasa, et celle de Kampemba, au quartier Tchamilemba et au Congo. Après identification, les suspects ont été déférés à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes, a rassuré le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Une opération de bouclage mixte des forces de sécurité sous la supervision du commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain et la criminalité, afin de permettre à la population de vaquer librement à leurs occupations. Plusieurs armes blanches ont également été récupérées à l'issue de cette opération par les forces de sécurité. Les députés de la ville-province de Kinshasa saluent l'initiative des consultations initiées par le bureau de la Chambre basse du Parlement pour apaiser les tensions. Les élus appellent leurs collègues à privilégier l'unité, à renouveler leur confiance au bureau dans la perspective d'une rentrée parlementaire apaisée, en écho à l'appel du chef de l'État en faveur de la stabilité des institutions. Suivez le député UDPS Francis Chibalabala. Nous sommes députés nationaux élus de Kinshasa. Là, nous venons d'être reçus par le président. Il y a eu plusieurs questions qui ont été débattues. Des députés avaient de desiderata, avaient de reproches à l'endroit du bureau. Et le bureau nous a répondu naturellement par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qu'il y a comme tension. Et les députés sont sortis de cet entretien plus ou moins satisfaits, étant donné qu'il y a eu quand même des concessions qui sont annoncées de la part du bureau. Et ces problèmes, et on passe d'être désamorcés. Nous pouvons que demander à tous les collègues d'être sereins, d'être zen par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le lundi prochain. Nous voulons qu'il y ait une rentrée apaisée. Ce sont des humains
qui ont de faiblesses, qui ont aussi des qualités. Je parle du bureau. Ils nous ont montré quand même la bonne foi, qu'ils sont enclins à changer les choses, mais il n'en demeure pas moins que nous leur accordions le bénéfice du doute par rapport à ces promesses qu'il vient de formuler. Je parle du bureau, mais il reviendra à chacun de nous de prendre la mesure de la situation pour éviter que nous nous retrouvions dans une situation qui risque de mettre l'Assemblée en difficulté. Les conseillers communaux de la RDC ont tenu un sit-in le 11 septembre 2025 devant la primature pour solliciter le décaissement des moyens financiers qui vont permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections des bourgmestres et leurs adjoints selon le calendrier qui était annoncé par la centrale électorale. Megui Kabembo pour plus de détails. Quelques affiches à la main, sifflets et chansons ont marqué la présence d'un groupe de conseillers communaux devant la primature de la République démocratique du Congo au nord de Kinshasa. Malgré une faible mobilisation, ces élus municipaux étaient là pour demander à la première ministre de s'impliquer en vue de l'organisation des élections de bourgmestres dans leurs communes respectives. Ils ont reconnu que le gouvernement central avait déjà décaissé une partie des fonds nécessaires pour l'organisation de ces élections par la CENI. Mais pour eux, ces fonds n'étaient pas suffisants pour que ces élections locales se tiennent en toute quiétude. Ils ont lancé un appel à la première ministre pour que la somme restante soit décaissée dans un meilleur délai pour qu'enfin ces élections soient réellement organisées. Comme les Amakambo financement ya misolo, to ya komona mama mukambi ya gouvernement pour financer CENI dans 50% où etikali pour CENI à organiser l'élection pour Tomega, pour organiser la commune. Au nom de ses collègues, Bonheur Mayamba, coordonnateur de ce collectif, a affirmé qu'ils ont disposé à consentir de sacrifices financiers afin de lever tout obstacle lié au financement de ces scrutins. Nous, en tant que collectif des conseillers communaux, nous avions suggéré au gouvernement de prendre même 2 mois de notre salaire, qui est là-bas au niveau de la Banque centrale, pour que le gouvernement affecte ces fonds à la CENI. Vous comprenez jusqu'à quel point les conseillers communaux sont mobilisés et motivés afin que ces élections soient organisées. Pour les conseillers communaux, ces scrutins comportent un double enjeu. Ils pensent que ces élections vont légitimer les instances au niveau de leur municipalité, jusqu'à présent non considérées ni connues du grand public. Et aussi, les bourgmestres élus seront obligés d'impliquer les conseillers communaux dans les actions à entreprendre pour le développement des communes. Des fournitures scolaires ont été distribuées à quelques écoles de l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo. Grâce au soutien d'une entreprise minière de la place, la mairie de l'Ikassi a distribué des fournitures scolaires aux élèves de l'école maternelle SNCC Maïcha et ceux de l'école primaire Mouzazi de la police nationale congolaise. Ces objets classiques leur auront permis de bien entamer l'année scolaire au nom de la maire de la ville, un geste qui illustre l'importance de la responsabilité sociale des entreprises dans le soutien à l'éducation. Page et commentaires. Une paire de chaussures, des crayons, des couleurs et autres fournitures scolaires constituent le don reçu par le tout petit du camp SNCC, offert par l'entreprise Metal Mine et transmis par la mairie de la ville de l'Ikassi. Devant les bénéficiaires, Banzemwadi Louise, chef du premier bureau de la mairie représentant le maire empêché, a souligné que ce geste traduit non seulement l'engagement de Metal Mine dans sa politique de responsabilité sociale, mais aussi la volonté de l'autorité urbaine de rapprocher les partenaires économiques des communautés locales. Cette entreprise vous a envoyé un petit cadeau par le canal de monsieur le maire de la ville que nous sommes venus vous donner aujourd'hui. Les écoles sont nombreuses, les enfants sont nombreux. Si les autres entreprises aussi vont faire de même, ça sera mieux. La directrice Ebondo Makumbi n'a pas caché son émotion devant ce qu'elle qualifie de première dans l'histoire de l'école. Elle a salué cette initiative
très encourageante. T'es engagé à la SNTC. On n'a jamais eu des cadeaux venant de notre état, des sociétés. En tout cas, nous sommes très contents de recevoir ces dons. Le camp police à l'école primaire Mozazi a également reçu le don en cahier et ardoise distribués à la satisfaction des élèves que des enseignants. Pour le délégué du corps enseignant Moutele Kaloa, cette initiative représente plus qu'un simple don. Merci de la délégation du Medi. Je remercie grandement les maires de la ville Moubo-Mantamba et l'entreprise Metal Mining d'avoir pensé à cette école. Dans un contexte où la rentrée des classes pèse lourd sur de nombreux ménages, cette aide vient alléger les charges et encourager la scolarisation des enfants dès le bas âge. Un appui qui, au-delà d'une simple distribution de fournitures, renforce la collaboration entre la mairie de Likasi et les entreprises de la région dans l'optique de bâtir une société plus solidaire et attentive à l'avenir des plus jeunes. Il symbolise également l'importance accordée à l'éducation, véritable clé du développement. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, a commémoré ce vendredi 12 septembre 2025 le 138e anniversaire de naissance de son fondateur, le prophète Simon Kimbangu, né le 12 septembre 1887 en Kamba, au Congo central. À l'occasion, un culte de circonstance a été organisé à travers les différentes paroisses dans le monde. En Kamba, siège du kimbanguisme sous la houlette du chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani. Plusieurs personnalités ont pris part à ce premier jour des festivités dont l'ambassadeur du Japon, une visite officielle de la délégation japonaise témoignant de l'engagement des autorités japonaises de renforcer la coopération entre les institutions congolaises et celles du Japon. André Ikoma nous en fait le point. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, a été honoré ce vendredi 12 septembre par la présence de la délégation de l'ambassadeur du Japon en cette première journée de festivités marquant le 138e anniversaire de naissance de son fondateur Simon Kimbangu. Une visite de renforcement de coopération bilatérale entre la RDC et le Japon, notamment avec l'église kimbanguiste, a indiqué l'ambassadeur nippon. Undele mutu mwindu oyo sini tomonike tolingi nzambe na biso nyonso po bakota mozole simande bakeye tosisi na komba tata mwana pe tata mulimo santo. Tout en saluant la visite et l'intervention du diplomate japonais, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani a invité la communauté kimbanguiste à l'amour du proche, au respect au commandement et au travail. Un grand plaisir que je réponds à votre invitation ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, ici au Congo central, pour participer à la cérémonie marquant le double événement de la naissance en 1887 et de l'arrestation en 1921 de Papa Simon Kimbangu, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le Japon, mon pays, a toujours été aux côtés des autorités congolaises et du peuple congolais en leur apportant des financements utiles pour la réalisation de nombreux projets de développement socio-économique, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, qui est considéré comme l'un des piliers phares de notre coopération avec la République démocratique du Congo. Outre la délégation japonaise, plusieurs fidèles et personnalités venues de partout participaient à ces festivités. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information.
Réouverture des débats ce 12 septembre 2025 à la Haute Cour militaire dans le procès de l'ancien président à Joseph Kabila Kabange. L'audition attend 3 témoins qui devront notamment démontrer le financement du M23 par Kabila, ancien chef de l'État congolais. Kizita Forgwe, responsable du fonds au profit des victimes des exactions commises par les groupes armés alliés au M23 dans l'est de la RDC, rassure que la Cour pénale internationale suit de près cette situation. La CPI devra jouer un rôle dans la réparation. Dans le cadre de la page rose, la communauté kimbanguiste célèbre le 138e anniversaire de son fondateur, le prophète Simon Kimbangu, né le 12 septembre 1887 à Kamba, au Congo central. Des cultes d'action de grâce ont été organisés ce jour dans toutes les paroisses kimbanguistes du monde. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.